La République démocratique du Congo fascine autant qu'elle inquiète les investisseurs. Mon invité a une vue unique sur son économie. Merci d'être avec nous, Henri Oisnet. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Vous êtes le directeur général de Sofibank, l'une des plus grandes banques de RDC. Bienvenue à vous tous dans Parlons Éco. Sofibank, c'est aujourd'hui la 4e banque de RDC, mais il y a 15 ans, elle était au bord de la faillite. Aujourd'hui, vous avez 1,4 milliard de dollars de bilan. Comment on passe d'une quasi-faillite à 1,44 exactement milliard de dollars de bilan? C'est une histoire de famille, racontez-nous. C'est une histoire de famille, c'est surtout une histoire de rigueur et de travail, et puis surtout de chance, parce que quand des gens qui réussissent, n'aiment pas dire que la chance a un rôle, mais la chance a un rôle très important dans la réussite de la Sofibank. Et on s'est développé aussi au rythme du pays, puisque n'oublions pas que le Congo est passé de un budget de 1 milliard de dollars quand on est arrivé, aujourd'hui à 20 milliards de dollars. Donc finalement, notre croissance reflète la croissance du pays. 85% de vos dépôts, ce sont des dépôts à vue, c'est-à-dire que l'argent peut être concrètement retiré à tout moment. Ça doit quand même être très difficile. Tout à fait. C'est une des caractéristiques du Congo. 85% de dépôts à vue, c'est le risque d'une variation de nos dépôts rapide. Donc on est malheureusement obligé également, quand on prête, de prêter sur le court terme, parce qu'on ne sait pas quand les déposants vont demander leur argent. Et ça nous oblige aussi à maintenir une liquidité importante. Et aujourd'hui, la Sofibank a certainement la meilleure liquidité de la place en RD Congo. Qu'est-ce que cela dit de la société congolaise, qu'il n'y a pas assez d'épargne, pas assez de confiance, peut-être aussi dans les banques, ou juste des personnes qui essayent déjà de vivre au jour le jour? Vous savez, vous avez 75% de l'économie qui est dans le secteur informel, donc ça veut dire qu'il n'est pas bancarisé. Vous avez moins de 10% de la population qui a un compte en banque. Donc effectivement, mobiliser l'épargne est un challenge. Et si on n'arrive pas à mobiliser l'épargne comme il faut, on ne peut pas financer l'économie comme il faut. Donc on nous reproche souvent, les banques, de ne pas assez financer l'économie et de faire des opérations à court terme. Voilà la raison. Vous financez plutôt les sous-traitants des mines plutôt que les grands projets miniers. C'est une limite ou c'est une stratégie? Non, alors nous finançons les miniers, mais nous finançons les miniers pour leurs besoins de trésorerie locale. Nous n'avons pas la capacité aujourd'hui, toutes les banques réunies, même de financer un projet minier. Si vous prenez Glencore, si vous prenez Kamoa, vous prenez ces grands groupes, ce sont des milliards de dollars. Donc vous ajoutez toutes les banques de RDC ensemble, et il n'y aura pas l'argent suffisant pour le faire. Donc on finance les besoins de trésorerie de ces groupes à court terme, et on finance la chaîne de valeur, c'est-à-dire les sous-traitants, ceux qui leur fournissent. On leur permet d'avoir des avances sur leurs factures, on permet d'escompter leurs factures. Donc voilà, on fait ce qu'on peut, ce qu'on a la capacité de faire. Vous financez aussi le coiffeur, la couturière, ou ces petits entrepreneurs-là, il vaut mieux qu'ils se tournent vers d'autres acteurs de la mésofinance ou de la microfinance? Alors le problème de la microfinance, avec tout le respect que je dois à la microfinance, c'est que les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés. Voilà, 5% par mois, ça fait 60% par an. Donc oui, sur des petites sommes, ça a un impact réel. Donc en fait, les gens qui font de la microfinance aujourd'hui devraient réfléchir à un système où les taux d'intérêt se rapprocheraient un petit peu des taux d'intérêt que nous Ils font face à plus de risques aussi, parce qu'il y a plus de risques de défaillance de la part... Voilà, c'est pour ça que nous, on a du mal à pouvoir travailler avec ces entreprises-là, parce qu'on ne peut pas facturer 60% et on n'a pas la ressource humaine pour aller suivre ses clients. En tant que banquier, vous avez une vue unique sur l'économie du pays. Vous voyez défiler les comptes de milliers d'entreprises, de commerçants, parfois aussi de certains particuliers. Aujourd'hui, la RDC, elle va mieux ou moins bien qu'il y a 10 ans? Alors écoutez, de toute façon, on peut dire ce qu'on veut sur la RDC, mais les chiffres sont là. Et donc, il y a 5 ans, 6 ans, le budget de l'État était de 4 milliards. Aujourd'hui, il est de 20 milliards. Cette année, on est 2e producteur de cuivre au monde, 1er producteur de cobalt. Est-ce que cette embellie s'est traduite par une réduction de la pauvreté? Malheureusement, non. Alors, il y a beaucoup de facteurs, et certainement la guerre à l'Est est aujourd'hui un facteur très, très impactant, puisque 30-35% du budget de l'État part pour financer la guerre à l'Est. C'est de l'argent qui aurait pu servir à construire des hôpitaux, à faire des routes, à faire des infrastructures.
Effectivement, donc, il y a un conflit depuis plusieurs années dans l'Est du pays. Vous avez des agences là-bas. Comment ça se passe? Comment on gère une banque? On a une agence à Goma, on a une agence à Bukavu. Elles sont fermées? Elles sont fermées aujourd'hui. Donc on n'opère pas dans les régions sous contrôle de la rébellion. Vous l'avez dit, la RDC, c'est le sous-sol le plus convoité de la planète. Et pourtant, c'est un pays que beaucoup d'investisseurs craignent. Ils ont tort ou ils ont raison? Quand on voit les conflits, l'instabilité. Vous savez, on critique beaucoup la RD Congo. Alors on parle beaucoup du climat des affaires, on parle beaucoup des difficultés, du harcèlement administratif, et il ne faut pas s'en cacher. Mais c'est aussi le seul pays où il n'y a pas de chasse gardée, où tous les domaines sont encore ouverts à l'investissement. Vous voulez investir dans les mines, vous pouvez le faire. La preuve, nous avons réussi à monter une banque. Nous avons créé une société d'assurance il y a 5 ans, quand le marché s'est libéralisé. Ou en Afrique, vous pouvez encore faire ça. Donc oui, il y a des difficultés. Mais bon, tant qu'on n'a pas trouvé de cobalt en Suisse, il faudra venir en RD Congo. Les minerais stratégiques de la RDC sont convoités par les Américains, par les Chinois, par les Européens. C'est un peu une guerre d'influence. Vous êtes un peu au milieu de tout ça. Vous en pensez quoi? Nous, on est content de l'intérêt qu'il y a pour la RD Congo. Et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Vous savez, moins de 1% des minerais de la RD Congo ont été exploités. Moins de 1%. Donc, tout ce que les Chinois ont fait, tout, vous rajoutez tout ça, vous mettez tout ça dans un panier, c'est moins de 1%. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Donc, il y a de la place pour tout le monde. L'économie informelle, vous l'avez dit, elle est très répandue dans le pays. Ce sont des millions de personnes qui travaillent, qui sont complètement en dehors du système bancaire. Vous, quel est votre rôle par rapport à ça? C'est de les désintégrer au fur et à mesure? Écoutez, l'intérêt de la banque, c'est d'avoir de nouveaux clients. Et donc, vous avez là une masse de potentiels nouveaux clients qui est le secteur informel. Donc, notre but, toutes les banques réunies, c'est de formaliser l'informel. C'est d'encourager le secteur informel à devenir formel. Et pour ça, on a besoin aussi du gouvernement, de mesures incitatives, de mesures fiscales. Par exemple, la sanctuarisation des dépôts, par exemple jusqu'à 50 000 $, c'est une proposition que j'ai faite. C'est de dire, voilà, si vous avez 50 000 $ chez vous à la maison, au lieu de les garder à la maison, venez les déposer à la banque. Et cet argent-là est protégé quoi qu'il arrive. Il est garanti quoi qu'il arrive. Il est garanti quoi qu'il arrive. Donc ce sont des mesures comme ça qu'il faut faire pour encourager les gens à sortir l'argent sous le matelas pour l'amener à la banque. Et à le faire fructifier. Voilà. Et en même temps, il faut pour les petites entreprises, pour les petits restaurants, pour les gens du marché, etc., leur montrer qu'il y a un intérêt à se formaliser. Donc il faut que nous aussi, les banques, on fasse un travail de leur dire, voilà, si vous êtes dans le secteur formel, on va pouvoir vous prêter un peu d'argent, on va pouvoir vous accompagner, on va pouvoir faire un certain nombre de choses. Ce que malheureusement, je dois l'admettre, on ne fait pas assez. Parce que, comme je l'ai expliqué avant... Oui, ces petits entrepreneurs aussi, de produire des états financiers pour que vous puissiez leur prêter de l'argent. Voilà. Mais il faut que, c'est une responsabilité collective. Voilà. Mais il y a une responsabilité au niveau du gouvernement qui doit créer aussi les mesures incitatives de protection, de préservation de ces gens-là. Si, quand vous rentrez du secteur informel au secteur formel, vous vous retrouvez 2 mois plus tard avec un contrôle fiscal, vous vous retrouvez avec des problèmes, vous allez vous dire non, je préfère rester là où je suis, c'est mieux. Évidemment. Quel est votre regard sur l'économie africaine dans son ensemble? Quels sont ses atouts, quelles sont ses forces par rapport à l'Europe? Vous savez, toute l'Afrique, c'est moins de 1% des flux financiers mondiaux. Et ça, j'inclus l'Afrique du Sud et le Nigeria. Si vous enlevez l'Afrique du Sud et le Nigeria, c'est 0,5%. Pourtant, nous avons tout, et le sol et le sous-sol. Et une population jeune. Donc, on a tout pour réussir. Il faudrait aujourd'hui qu'on se prenne en main, que les gouvernants se prennent en main et qu'on mobilise les énergies. Mais tant que chacun est de son côté, on aura beaucoup de mal. On va s'intéresser maintenant à vous, on va s'intéresser à votre parcours. Votre famille est d'origine libanaise. Votre grand-père a quitté le Liban en 1917, direction l'Afrique. Et vous naissez au Libéria en 1970. Quels sont vos premiers souvenirs là-bas ? Alors, mon grand-père devait aller aux États-Unis, puis le bateau s'est arrêté en fait en Sierra Leone, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé en Afrique. Ah oui, c'était pas du tout on lui a dit c'est là, il est descendu, et puis finalement, voilà. Donc, finalement, il est resté. Il est resté là-bas, donc ça fait faire plus de 100 ans que notre famille est en Afrique, d'abord en Sierra Leone, puis au Libéria. Moi, je suis né au Libéria, donc j'ai quitté le Libéria à l'âge de 6 ans pour être pensionnaire à Nice. Et vous nous avez apporté comme objet pour parler de vous
C'est une photo de famille? C'est ma mère qui est sur cette photo, qui est décédée en 2020. Et en fait, c'est une personne très, très importante dans notre famille, que ce soit pour moi, pour mes frères, parce que elle était véritablement la colonne vertébrale de la famille. Et donc, je sais que ça peut être banal, tout le monde peut dire la même chose de sa mère. Mais depuis qu'elle est décédée, en fait, que ce soit pour moi ou pour mes frères et sœurs, elle est encore plus présente que quand elle était vivante. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, on se pose toujours la question, enfin je me pose la question, voilà, qu'est-ce que maman en penserait? Et donc je n'ai pas l'impression qu'elle est morte, j'ai toujours l'impression qu'elle est là. Vous êtes parti en France pour faire vos études à l'âge de quel âge? 6 ans. 6 ans en pensionnat. C'est très tôt quand même, c'est difficile de vivre loin de sa famille, loin de votre maman. Oui, donc tout ça, ça a forgé des relations un peu complexes, puisque moi j'étais pensionnaire à l'âge de 6 ans. À l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas tout ça. Donc on voyait nos parents une fois tous les 3 mois. Donc oui, c'était assez difficile. Mais finalement, avec le recul, voilà, ils ont fait ça pour qu'on puisse faire de bonnes études, être dans un environnement calme et serein, et voilà. Vous êtes revenu au Libéria au début des années 90, en pleine guerre civile. Et là, votre père a absolument tout perdu. Son entreprise a été pillée. Quel regard cela vous donne-t-il sur l'argent, sur le patrimoine, sur ce qui est vraiment solide ou qui l'est moins? Ouais, c'est vraiment une très très bonne question, parce qu'en fait, quand je suis arrivé au Libéria, je venais de finir mes études de droit. Donc, je n'avais pas vocation à me retrouver dans la quincaillerie ou dans le commerce au Libéria. Et donc, on arrive là et il n'y a plus rien. Du jour au lendemain, mon père a tout perdu. Donc, de la vie sur la Côte d'Azur, etc., il a fallu se retrouver au Libéria à travailler pour lui donner un coup de main, pour l'aider. Puis finalement, ce coup de main, elle a duré très, très longtemps, parce que je suis resté 16 ans au Libéria. Mais oui, c'est extrêmement difficile, et c'est pour ça, voilà, dans la vie, la réussite, il y a certainement du travail, mais il y a aussi beaucoup de chance. Et voilà. Ça revient souvent, la chance, chez vous, mais il faut quand même la saisir. Vous savez, les gens vous diront, c'est pas 75% de chance, c'est 90%, ou c'est l'inverse, c'est le travail. Moi, vous savez, quand vous mettez un film à Netflix, si vous downloadez le film qu'à 99%, vous ne pouvez pas le voir. Donc le 1%, il est aussi important que les 99%. Vous êtes arrivé à Kinshasa en 2012. Je l'ai dit, la banque était au bord de la fermeture. La Banque centrale envisageait de la liquider. Vous êtes arrivé avec quel état d'esprit là-bas? Écoutez, moi, j'ai fait, comme je vous dis, j'ai fait des études de droit, j'ai travaillé dans le commerce, je n'ai jamais fait d'études de finance. Donc, et là, maintenant, vous dirigez une banque. Voilà. Et donc, en fait, c'est peut-être ça qui a permis de sauver la banque, parce qu'il a fallu être un entrepreneur avant d'être un banquier. Et finalement, la banque, c'est quoi? Quand vous faites le commerce du riz, vous vendez du riz, la banque, ça vend de l'argent. La seule différence, c'est que l'argent que l'on vend, ce n'est pas le nôtre. Donc, il faut faire très attention. C'est facile de le vendre, mais il faut faire très attention à qui on le vend. Et donc, voilà, je débarque là-bas. Finalement, je ne prends pas beaucoup de risques, parce que comme la banque, elle est en quasi-faillite, finalement, je peux faire que mieux. Et donc, j'apprends rapidement et j'ai beaucoup de chance. Je vous propose maintenant de répondre à quelques questions beaucoup plus légères, du tac au tac. Allons-y. Banquier ou aventurier? Banquier. Le dernier moment où vous avez eu vraiment peur? 2003, quand j'ai été évacué du Libéria, quand les rebelles étaient en train de rentrer dans la ville et que Charles Taylor était en train de s'enfuir. Ce qui vous met immédiatement de bonne humeur? J'allais dire l'argent, mais c'est pas vrai. J'allais dire l'argent, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui me met immédiatement de bonne humeur? C'est de voir mes enfants heureux. Ce qui vous fait perdre patience? Je perds pas patience souvent. Même en réunion, vous restez calme quoi qu'il arrive? Je suis pas calme de l'intérieur, mais je suis calme de l'extérieur. Votre mot préféré en français, parce que TV5 Monde, c'est la chaîne de la francophonie? Liberté. Merci à vous, Henri Oisnet, d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine et je vous propose de terminer cette émission par une photo souvenir.